Avant de commencer aussi, je voudrais que vous me permettiez de dire un mot de félicitations et d'encouragement à nos confrères, les avocats de l'État burkinabé, qui dans ce dossier se battent depuis des mois pour obtenir l'extradition. Parce qu'il faut savoir que nous sommes les avocats de la famille, nous sommes ici, mais les avocats de l'État, eux, sont en France, et eux qui font toute la procédure, même si par le biais de Maître Sankara, nous gardons un contact avec eux. Il est bon quand même que nous les félicitions pour le travail qui a été accompli. Parce que c'est quand même, comme disait le président tout à l'heure, une étape de victoire. Une victoire, pardon, d'étape. D'abord, pour commencer, sur le dossier, c'est la dernière question, où le dossier en est aujourd'hui. Il faut dire que le dossier a quand même, on peut dire, plus ou moins avancé. Pourquoi dire cela? Parce que le président vous l'a dit, il y a déjà une année de cela, le juge d'instruction nous avait informé tous que des inculpations ont eu lieu. 20 ans d'attente, aujourd'hui, on a des inculpations. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que déjà au stade où nous en sommes, avec ces inculpations, le dossier même pourrait être jugé. Voilà, parce qu'il faut dire les choses telles quelles. Nous, ce que nous espérons, c'est que toutes les parties prenantes, toutes les parties protagonistes citées dans ce dossier aient l'opportunité de comparaître. Et quand nous demandons à M. François Compaoré de bien vouloir se mettre, on va dire, à la disposition de la justice, de notre point de vue, c'est même dans son propre intérêt à lui. Parce que aujourd'hui, beaucoup de choses se disent sur lui par rapport à son implication dans ce dossier. Je pense que moi, j'aurais été à sa place, même si je ne suis pas lui, j'aurais saisi cette aubaine pour m'expliquer sur ce qui m'est reproché. Suis-je, oui ou non, impliqué dans l'affaire? Parce que tant qu'il restera à l'écart de cette affaire, écoutez, il ne pourra pas éviter que le Burkinabé ait des millions, on va dire, de citoyens à travers le monde, en fait, rattachent son nom à l'assassinat d'un journaliste. Alors que lui s'en défend en disant « je suis innocent ». Bon, c'est d'ailleurs pour cela que moi je suis étonné par sa posture, qui donne l'impression qu'il fuit la justice. En général, ceux qui ne se reprochent rien vont vers la justice. Bon, mais n'épiloguons pas sur cette question, c'est son choix. Le dossier, au-delà de 3 inculpés, il y a eu plusieurs auditions, des dizaines d'auditions de personnes. On ne va pas donner les noms de personnes qui ont été auditionnées. Vous imaginez bien pourquoi, parce qu'il y a le secret de l'instruction. Donc, on sait, à partir du fond du dossier aujourd'hui, beaucoup de choses. Il y a 10 ans, 20 ans, les gens ne parlaient pas. On peut dire que ça a évolué, même si ce n'est pas comme on l'aurait souhaité. Maintenant, sur l'extradition de François, parce que même par rapport au dossier, parce que ça fait partie des éléments du dossier, n'oubliez pas que l'extradition a été demandée par le juge. À partir de ce moment-là, bon, on peut dire que c'est peut-être une des attentes du juge d'instruction. Je ne parle pas pour lui. Ça peut être un élément encore plus enrichissant pour la suite du dossier. Parce qu'aujourd'hui, sur les exécutants supposés, on a au moins 3 qui sont encore en vie et qui sont inculpés. Là où la question se pose, c'est les commanditaires. Y a-t-il eu des commanditaires? Y a-t-il eu un rattachement de ce quadruple assassinat avec les hautes autorités de l'époque, notamment le frère du président? Et c'est ce qui s'est dit depuis 20 ans. Mais le juge aimerait bien éclaircir cette situation. C'est pour ça que, en vérité, François a été convoqué. Mais c'est parce qu'il refuse de répondre que la mesure d'extradition est demandée. Moi, j'ose espérer qu'avec ces conseils, qui disent qu'ils n'ont rien à se reprocher dans ce dossier, viendra le jour où, volontairement, eux-mêmes diront, au-delà des procédures judiciaires, mais écoutez, nous sommes à la disposition de notre justice, vous voulez nous entendre, allez-y, posez-nous des questions, nous vous donnerons toutes les réponses. C'est ce que j'espère, mais bon, c'est à eux de décider. Est-ce qu'un jour François Compaoré sera extradé? Vous savez, il faut dire les choses aux gens. Il y a une sorte d'euphorie par rapport à cette demande d'extradition et l'avis favorable donné par la Cour d'appel. Depuis le début, nous avions dit, le principe de l'extradition de François, c'est déjà fait partie de l'engagement, la lutte
que le peuple mène pour que toutes les personnes supposées impliquées viennent répondre. Et que toutes les décisions qui sont prises sont des décisions, il faut le savoir, sur un plan judiciaire, toujours provisoires. J'expliquais au président tout à l'heure que hier je suivais, sur les réseaux sociaux, sur un média, quelqu'un qui posait une question ayant appris l'avis favorable, il posait la question de savoir à quelle heure atterrit l'avion à l'aéroport. Vous voyez, bon, il y a comme une euphorie. Non, il faut dire que ça ne se passe pas comme cela. Hein, c'est une longue procédure. C'est une procédure qui s'étale. Moi, je ne saurais donner des délais, mettre sûr sans le savoir les délais dans lesquels la justice se prononce. Bon, je pense qu'il fait un pronostic nul. Il n'y a pas de délai cadré, mais il fait juste une projection par rapport à ce qui se fait usuellement. Moi, il se dit que la procédure ne finira pas avant 2021. Ben, il nous annonce qu'il mettra tout en œuvre pour faire le plus longtemps possible dilatoire pour que François ne vienne pas. Parce qu'il faut savoir qu'au-delà de l'appel, du pouvoir en cassation, il y a d'autres procédures possibles après. Parce qu'il y a le décret d'extradition qui devrait éventuellement, s'il y a gain de cause, être pris. Et même ce décret peut être attaqué devant les juridictions administratives. Donc vous voyez, on est encore dans un long processus. Mais moi j'ai toujours dit, je regarde à ma gauche, c'est M. Traoré. Il y a 20 ans, j'imagine quel âge il avait. Non, je ne sais pas s'il avait plus de 10 ans. Mais vous voyez, il est là avec nous aujourd'hui, en train de co-animer cette conférence pour parler de l'extradition de François. Je rappelle toujours que, vous savez, la quête de la justice est imprescriptible. Il ne faut pas oublier ça. Pour moi, il y a autant de pédagogie dans le jugement que dans la quête même de la justice. Vous savez, dans l'affaire les jugements de Nuremberg, des gens ont été jugés juste après la guerre mondiale. Mais d'autres aussi ont été jugés, recherchés, jugés 40 ans après. Après s'être cachés. Moi, j'imagine que déjà la prison de François a commencé. Mais c'est déjà une prison psychologique. Il traverse le monde aujourd'hui, même s'il peut parcourir le monde, en ayant toujours à l'esprit qu'à tout moment, dans un aéroport, n'importe où il peut être pris et extradé au Burkina. C'est une forme de prison. C'est pour cela que moi je pensais que sa libération viendrait d'un choix volontaire à venir répondre et à savoir qu'est-ce que la justice lui réserve comme sort. Mais s'il veut rester dans cette situation, dans cette posture, moi j'ai envie de dire tant pis pour lui. Mais nous sommes là. Ceux qui ont, vous savez, les Burkinabés qui sont en quête de justice, au-delà du président et de moi, peut-être même s'il le faut 30 ans, que Dieu lui donne longue vie. Peut-être dans 30 ans, nous ne serons pas là, mais Ismaël sera là, j'espère. Après Ismaël, il y aura d'autres personnes. Donc, tant qu'il y aura, moi je dis, des combattants de la justice dans ce pays, François doit savoir qu'il n'a qu'une seule alternative. Ou il vient volontairement, ou il viendra de force un jour répondre. Bon, je crois que la question qui est posée, en fait, relaie les inquiétudes des uns et des autres relativement à la levée de la mesure de contrôle judiciaire qui avait été assortie, prise dans le cadre de la procédure engagée devant la Cour d'appel. Donc, c'est de dire, c'est poser la question de savoir, est-ce que si M. Compaoré est libre de ses mouvements, il n'y a pas de risque qu'il s'évanouisse dans la nature. Bon, d'abord, moi, je ne pense pas qu'il puisse s'évanouir dans la nature. Je ne pense pas qu'il veuille s'évanouir dans la nature. Enfin, c'est ce que je pense. Parce qu'il faut savoir que, déjà, avant la question de l'extradition, parce qu'il y a deux choses qu'il faut dissocier. Il y a un mandat d'arrêt international qui est lancé contre lui, à l'origine de ce que je sais de la procédure contre lui. Le mandat d'arrêt n'est pas uniquement adressé à la France. Non, c'était un mandat d'arrêt international donc, qui est adressé à tous les pays qui sont dans le mécanisme de coopération judiciaire et policier international. Donc, à partir de ce moment-là, le pays dans lequel, et qui est donc coopératif, dans lequel le mandat produit un effet, François Compaoré, évidemment, s'il lui venait à l'esprit de vouloir jouer à cache-cache avec la justice française, pourrait se voir encore se retrouver dans une autre procédure
d'arrestation et de demande d'extradition. Mais je ne pense pas qu'il ait, à mon avis, envie de jouer à ce jeu de cache-cache. Parce que pour moi, ça ne lui servirait pratiquement à rien du tout. Maintenant, est-ce que fondamentalement, ça change quelque chose à la procédure d'extradition? Non, parce que la procédure va suivre son cours. Ses avocats vont la suivre. Les avocats de l'État burkinabé aussi vont la suivre jusqu'à ce que la dernière décision soit rendue. Et on a vu dans le passé, effectivement, qu'au moment où on prend le décret d'extradition, certaines personnes, sous le coup, ont cherché à s'échapper. Ça arrive, ça pourrait arriver. Mais, comme je dis, vous savez, le monde est devenu un village planétaire, en tout cas en ce qui concerne le domaine de la coopération judiciaire internationale. Donc, ce n'est pas ça l'inquiétude. L'inquiétude, c'est que la décision puisse être plutôt favorable. Et donc, il faut attendre. Mais pour moi, pour terminer sur cette question, parce que autant nous parlons d'une possible extradition, il faut ici envisager que François ne soit pas extradé, parce que c'est de la justice. Voilà. Pour moi, ce qu'il faut retenir essentiellement, parce que quelquefois, quand je coute sur les médias, notamment dans les émissions interactives, pour certains jeunes, l'idée qu'ils ont, c'est de se dire, si François n'est pas extradé, s'il ne répond pas devant la justice burkinabé, ça serait un échec de toute la lutte qui a été menée jusque-là. Je pense que vous êtes journaliste, c'est vrai que parmi vous, il y a des bien jeunes, mais de moins jeunes aussi. Moi, la question que je pose, depuis ce sacrifice de Norbert Zongo, quelle est la perception que les journalistes ont aujourd'hui de leur liberté dans l'exercice de leur métier? Ce combat-là a été enclenché pour obtenir quoi? Pour obtenir essentiellement que la liberté d'expression dans son ensemble, et surtout la liberté de presse en particulier, soit respectée dans un pays comme le nôtre. Et que plus jamais, vraiment, alors là, plus jamais, qu'un journaliste ne soit inquiété, a fortiori, physiquement, éliminé pour avoir fait son travail. La question que je pose quand je discute souvent avec quelques personnes sceptiques, je leur dis, est-ce que vous pensez aujourd'hui, très sincèrement, qu'un pouvoir pourrait s'imaginer que parce qu'un journaliste burkinabé l'embêtant ferait envoyer des gens en embuscade sur sa voie, le flinguer, brûler sa voiture? J'espère que ça n'arrivera jamais. On ne peut pas dire que ça n'arrivera jamais. Mais je pense que depuis ce sacrifice de Norbert Zongo, depuis ce combat enclenché, soyons honnêtes, aujourd'hui, on peut dire qu'on a parcouru un long chemin dans cette quête de la liberté de presse. Et dans ça déjà, pour moi, c'est un résultat fondamental. Et il ne faut pas l'oublier, parce que tellement c'est devenu commun qu'on l'oublie. C'est comme on dit, quand ramasser devient trop facile, cueillir devient très difficile. Vous savez, aujourd'hui, les jeunes journalistes, dans le contexte, je suppose, dans lequel ils travaillent aujourd'hui, ont oublié, peut-être qu'ils devraient s'en référer aux plus anciens, l'atmosphère dans laquelle, il y a 20 ans, leurs dévanciers travaillaient, avant le sacrifice de Norbert Zongo, et avant l'enclenchement de cette lutte. Donc je crois quand même que ça, nous devons le relayer pour les plus jeunes, et il ne faut pas l'oublier. C'est qu'un des grands acquis de cette lutte, de ce sacrifice que Norbert Zongo a consenti pour tout le peuple burkinabé.